Bonsoir. Depuis quelques semaines, le monde entier a les yeux rivés sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Les tensions sont perceptibles de part et d'autre. Ce n'est pas une histoire entre deux pays, ce n'est pas une histoire plutôt dans la région et carrément dans le continent. Le monde retient son souffle. Pas la première fois qu'une crise éclate entre les deux voisins. Rappelez-vous, 2014 avec l'annexion de la Crimée. L'Ukraine est soutenue fermement par l'Alliance de l'Atlantique Nord. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'attiser les tensions avec des exercices militaires en mer Noire. Une actualité brûlante que la planète suit à travers les déclarations interposées des principaux protagonistes. Aujourd'hui, Moscou annonce le retrait de ses soldats. Washington minimise l'action. L'OTAN affirme que des troupes supplémentaires arrivent à la frontière. Les 27 se réunissent jeudi. Les ministres des Affaires étrangères du G7 samedi. Véritable ballet diplomatique, comme vous le constatez, chassé, croisé dans les différentes capitales. Mais est-ce vraiment la solution pour le dénouement? La désescalade est-elle vraiment enclenchée? Les conséquences, c'est ce qui nous intéresse en premier ce soir. Les conséquences sur le plan économique de manière générale et énergétique plus particulièrement. Pourquoi? Eh bien, parce que la Russie est tout simplement un géant en la matière. Les répercussions sur l'Europe, le monde, le marché oil and gas. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Russie, Ukraine, conséquences économiques d'une escalade. Bienvenue dans Insight. Notre invité pour en parler, Ali Hached, expert en énergie, ancien vice-président de Sonatrach. Bonsoir, monsieur Hached. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nordine Azouz, directeur de rédaction de Reporter, notre consultant tous les mercredis soirs. Bonsoir Nordine. Bonsoir Ahmed Lahabi. Plaisir également de vous recevoir. Alors, commençons, Nordine Azouz, par essayer de comprendre cette histoire entre la Russie et l'Ukraine qui peut expliquer aujourd'hui cette actualité brûlante à laquelle nous assistons. Parfait. De toute façon, on ne peut pas comprendre aujourd'hui la particularité de la relation entre Kiev et Moscou si on ne s'inscrit pas dans le temps lent. C'est-à-dire remonter dans les profondeurs de l'histoire et comprendre ce qui se passe. Pour expliquer ça, je ferai référence à un papier qui avait été publié par Vladimir Poutine au courant 2021, où il rappelait que les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses avaient une origine slave commune, et que cette origine commune a toujours été la ligne de communion et de rapprochement entre ces trois nations. Il faut aussi comprendre que l'Ukraine a toujours été un enjeu de sécurité stratégique pour la Russie, depuis la nuit des temps. On l'a vu pendant les guerres napoléoniennes, où les armées napoléoniennes se sont brisées sur les plaines ukrainiennes. On le verra plus tard pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Et cette importance-là et cet enjeu de sécurité que représente l'Ukraine pour la Russie et pour sa sécurité nationale éclaire sur la particularité et la qualité de la relation qu'il y a aujourd'hui. Je m'explique. Cette profondeur aujourd'hui, elle est contestée. Ça ne date pas d'aujourd'hui, elle est contestée depuis pratiquement l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est-à-dire 89-90. Quand l'Union soviétique a disparu de la scène géopolitique, l'accord à l'époque, c'est qu'il n'y aura pas d'alliance atlantique aux frontières de la Russie en Ukraine. Il n'y aura pas d'un dispositif d'attaque ou un dispositif militaire et sécuritaire important à ces frontières. Cette promesse n'a pas été respectée par les Occidentaux. Et le temps a passé pour que cette idée-là encore revienne et que les Occidentaux reviennent à la charge à partir de 2004 avec ce qu'on a appelé à l'époque la révolution orange, avec des figures comme Yulia Tymoshenko, pour ceux qui s'en souviennent, en 2004. Et l'idée, c'était quoi? C'était que, pour les Occidentaux et les États-Unis en particulier, c'est que l'Ukraine devienne, elle aussi, comme les autres pays de l'Est, une plateforme pour le dispositif sécuritaire et militaire de Alors, donc, il y a l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Il y a l'OTAN,
il y a l'Europe, il y a aussi la Crimée, quelques années auparavant. Donc c'est tout cet embroglio-là qui explique aujourd'hui cette crise? Absolument. Donc ça a commencé au lendemain de la disparition de l'Union soviétique, 1990, et ça s'est prolongé, et le processus a évolué à partir des années 2003-2004 pour connaître un moment de crise assez aigu avec la guerre du Donbass. Vous avez parlé de la Crimée, à partir de 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013-2014? On avait oublié que l'Ukraine, c'est aussi une société qui est fortement contrastée et qui présente des différences très importantes avec une partie orientale qui est russophone, chrétienne orthodoxe, et une partie occidentale qui est catholique et qui est surtout, disons, concernée par le tropisme européen. Parce que déjà à l'époque, on parlait de la négociation d'un accord d'association qui avait avorté. On peut revenir dessus. Donc, cette confrontation entre la Russie et ses concurrents états-uniens et européens a exacerbé les différences et les lignes de clivage qui existaient au sein de la société européenne, ou plutôt ukrainienne aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je répète encore une fois, donc 2004, révolution orange, ensuite 2013, avec ce qu'on appelait les pro-Maïdan, c'est-à-dire ceux qui étaient pro-européens et qui considéraient que l'Ukraine, c'était le moment pour elle de tourner le dos à la Russie. Et puis tu avais à l'intérieur même de cette société-là des gens qui disaient que de toutes les façons, la profondeur historique, culturelle et même civilisationnelle, c'est la Russie, c'est pas l'Europe. Aujourd'hui, on revient avec le même scénario et de manière un peu belliqueuse et avec une guerre psychologique et d'usure qu'on voit aujourd'hui, puisque les Occidentaux ont dit que les Russes étaient sur le point d'envahir l'Ukraine le 16 février dernier. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais les Occidentaux continuent encore à mobiliser leurs appareils et dispositifs médiatiques pour présenter la Russie comme le méchant ours capable ou sur le point de dévorer le petit agneau ukrainien. Alors, merci pour cette entrée en matière, j'ai envie de dire, au moins pour que le téléspectateur comprenne les enjeux. Et l'histoire, toujours, nous permet exactement de comprendre l'enjeu. Ali Hached, répercussions politiques, mais aussi économique. Avec vous, nous allons axer sur les répercussions économiques. Alors, je vous laisse d'abord nous donner vos premières impressions sur ces soi-disant répercussions économiques auxquelles nous allons assister à travers cette crise. Je vous en prie. D'abord, je pense qu'il faut souligner que toutes les prévisions apocalyptiques qu'on nous annonce sur une attaque imminente de la Russie contre l'Ukraine, c'est, pour ne pas le dire crûment, de la propagande. Puisque la Russie a constamment réitéré et qu'elle n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on constate que les choses ne bougent pas tellement sur le plan économique. C'est plutôt les conséquences de la situation énergétique en Europe depuis maintenant pratiquement 6 ou 7 mois qui est la cause profonde de la situation économique et notamment énergétique en Europe. Les prix ont flambé, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, et même si on avait une solution demain diplomatique, consensuelle sur la résolution de la crise, ça ne changerait rien à l'économie. Peut-être que le prix du pétrole reviendrait à des niveaux plus raisonnables, peut-être 80, 85 $, mais c'est aujourd'hui le niveau qui correspond à l'approvisionnement du marché. Le prix du gaz, la même chose. C'est la situation de l'offre-demande sur le marché du gaz qui fait que les prix sont extrêmement élevés aujourd'hui. Donc ce n'est pas directement connecté à la crise, puisque aucun approvisionnement n'est rompu aujourd'hui. Rien ne se passe du point de vue de l'offre, même si la Russie livre moins de gaz qu'elle pourrait le faire. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire de liaison directe entre les deux. Alors, il y a une tentation d'appliquer des menaces économiques
de la part des Occidentaux sur la Russie. On peut citer 3 exemples. Vouloir, par exemple, empêcher la Russie et Moscou d'utiliser le dollar, les interdire d'utiliser le service interbancaire SWIFT, par exemple, ou bien un sujet que connaît bien Ali Hached, c'est perturber l'approvisionnement de Nord Stream 2 pour le gaz. Le problème, c'est que ces menaces-là, aujourd'hui, ne semblent pas avoir un impact, ne semblent pas prendre forme sur le terrain, à mon avis, pour 2 raisons importantes. La première, c'est qu'elles peuvent avoir un effet boomerang sur les partenaires européens des Américains. On peut parler des Français et des Allemands, puisque c'est eux, on le voit aujourd'hui, qui prennent des initiatives d'approche diplomatique et qui font le voyage vers Moscou pour essayer, disons, d'atténuer la tension qu'il y a. Il y a autre chose aussi, c'est que la Russie, depuis 2014, elle s'est tournée vers l'or, et de moins en moins vers le dollar. Et puis, sur la question de l'énergie, quand même un pays comme l'Allemagne et d'autres pays européens qui continuent de dépendre fortement de la ressource gazière russe. Alors, on est bien d'accord, en cas d'escalade, ce n'est pas l'Europe uniquement qui est touchée, mais c'est le monde entier qui risque d'en être complètement perturbé. Ah ben oui. Allez, regardez, prenons le cas d'hier. Un exemple intéressant à regarder. La Russie annonce un retrait de partie de ses troupes de la frontière, de Crimée essentiellement. Le pétrole a perdu 4 $. Juste l'annonce. Juste l'annonce. OK ? Parce que, anticipation d'une probable solution, donc l'effet crise Ukraine existe, et aujourd'hui, il fait au moins 10 $ l'effet Ukraine. Bah, ils ont reculé de 4 $. Réaction des États-Unis, réaction de l'Occident sur cette décision qui a suscité un certain nombre de doutes sur sa réalité. Le pétrole a repris 4 $ aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc le marché réagit en fonction des annonces. Possible tension, on augmente les prix. Peu de tension ou probable solution en vue, les prix chutent. Donc vous voyez que c'est artificiel, pratiquement. D'accord. Alors c'est une actualité qui tient en haleine tout le monde, on est bien d'accord, puisque ça évolue, des fois ça n'évolue pas, on parle d'escalade, de désescalade, on ne sait vraiment pas sur quel pied danser avec cette actualité. Si tu permets, Ahmed Lahri, moi j'ai jamais cru au scénario d'une escalade militaire de la part des Russes. Pour la raison que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, c'est qu'entre les 2 pays, entre la Russie et l'Ukraine, il y a un espace de partage qui est ancré dans le temps et dans le champ culturel et civilisationnel du pays. On parle d'origine slave commune, on parle d'enjeux stratégiques importants. D'ailleurs, il y a un responsable russe récemment avait dit que de toutes les façons, ça serait sacrilège que de vouloir s'attaquer militairement à l'Ukraine. Ouais. Cela dit, ce que vient de dire Ali Hached, s'il n'y a pas dans l'immédiat ou à court terme une solution, un rapprochement diplomatique, c'est un scénario qui risque de se répéter et on va assister à un effet yo-yo sur les marchés énergétiques. Voilà. Est-ce que ça risque de durer encore longtemps, cette histoire? C'est-à-dire déclaration interposée, une actualité qui a l'air de ne pas trop bouger, et les répercussions sur le marché pétrolier, justement, à la longue. Sur ce point, il faut regarder ce que disent les acteurs. En premier lieu, les acteurs ukrainiens. Vous avez le président ukrainien Zelensky, qui a aujourd'hui décidé de dénoncer l'accord antiterroriste dans le cadre de la coopération qui existait au sein des pays de la CEI. Donc c'est une deuxième phase. L'accord économique CEI a été dénoncé en 2014 à l'occasion de la guerre du Donbass. Aujourd'hui, il vient de récidiver. Donc ça ajoute à la tension qui existe sur le terrain et qui peut revalider ou maintenir valide le scénario que vient d'évoquer Ali Hached sur le fait que les marchés énergétiques vont rester extrêmement fiévreux et très sensibles. Il faut regarder aussi ce que disent les Américains aussi, même s'ils ont tendance, à mentir et à raconter des histoires pour dire que
les Russes sont sur le point d'être opérationnels et qui sont sur le point de déborder hors de leurs frontières, etc. Ça crée des tensions. Et comme vous le savez très bien, comme les marchés énergétiques sont très sensibles... La guerre des images. Absolument. Sont très sensibles aux questions géopolitiques, aux questions politiques. Donc, on risque encore une fois, pendant des jours, à assister au même scénario que vous venez de décrire. Alors, je vais peut-être vous poser une question un peu difficile, mais quels sont les différents scénarios qu'on peut envisager si jamais la situation resterait telle qu'elle? Donc, il faut probablement envisager plusieurs possibilités. Moi, je ne parlerai pas de scénario. Sur le marché, qui ont des conséquences hein. sur le plan énergétique, sur le plan des prix surtout, au niveau mondial. Le premier scénario, qui est le plus probable, hein, et notre ami le rappelait tout à l'heure, c'est que les choses vont se stabiliser, que les discussions continuent, que la diplomatie fait son travail, et que les flux gaziers et pétroliers, mais surtout gaziers, c'est là où le problème se pose réellement, vont être maintenus. Donc il y aura, bien sûr, cette expérience, comme celle de Crimée d'ailleurs, va laisser des traces, c'est évident, pour les Occidentaux. Et donc va probablement remettre en cause, ou en tout cas retarder, la décision de mise en route du Nord Stream 2, qui est, pour la Russie, important, et pour l'Allemagne, vital. Vous pouvez l'expliquer rapidement pour que les téléspectateurs comprennent l'enjeu? Oui, alors, la Russie exporte son gaz vers l'Europe par 4 voies. D'accord. Il y a 3 voies, plus ou moins directes, qui ne passent pas par l'Ukraine, ou par la Biélorussie et la Pologne. C'est le Nord Stream 1, qui a été construit il y a quelques années, et qui délivre aujourd'hui dans les 55-56 milliards de mètres cubes par an. C'est énorme. Il y a le Blue Stream, qui est un ancien gazoduc qui alimente la Turquie, qui fait 16 milliards de mètres cubes de capacité. Il y a le Turkin Stream, le Turk Stream, c'est-à-dire qui passe directement aussi par la Turquie, mais qui est destiné à approvisionner toute la partie sud-est de l'Europe, la Roumanie, etc. Et le Yamal Europe, qui est le gazoduc ancien, qui traverse la Biélorussie et qui vient jusqu'en Pologne pour alimenter ensuite l'Europe. Alors le problème se pose où? Alors, il y a un projet qui est pratiquement achevé aujourd'hui, d'une canalisation qui accompagnerait, si vous voulez, le Nord Stream 1, c'est-à-dire parallèle au Nord Stream 1, de la même capacité. Ce qui permettrait définitivement pour la Russie de pouvoir se passer complètement de l'Ukraine comme pays de transit. C'était l'objectif visé par la Russie, de pouvoir se rendre complètement indépendante de pays de transit. Et c'est pour ça qu'on a le problème aujourd'hui. Donc c'est une des raisons qui expliquerait toute cette tension dans la Donc région. ce scénario ne changerait pas fondamentalement le niveau d'approvisionnement de l'Europe. Mais il aurait une conséquence de perte de crédit de la Russie et donc d'une réaction violente des États-Unis, qui l'ont déjà annoncé, en disant qu'il n'est plus question de faire le Nord Stream 2. C'est la conséquence. Bien que les Allemands peuvent aussi continuer à négocier pour pouvoir concrètement l'utiliser comme deuxième gazoduc pour l'Europe. Pour l'instant, il y a une institution allemande qui doit donner son accord, certifier l'ouvrage pour pouvoir l'exploiter et démarrer les livraisons. D'accord. Tout cela n'est pas fait. Donc, je pense que c'est ça, pas de grosses conséquences pour le premier scénario. Le deuxième est plus important. Le deuxième, si on avait une incursion militaire pour différentes raisons de la Russie dans la région, dans certaines régions de l'Ukraine que je ne citerai pas, comme le Donbass, à ce moment-là, les choses pourraient se passer différemment. C'est-à-dire que à partir du moment où la Russie
ferait le premier pas pour intervenir en Ukraine, je ne parle pas d'une invasion de l'Ukraine, je simplement de ce qu'on appelle depuis quelque temps une incursion. À ce moment-là, les conséquences seraient importantes. Parce que, rapidement, des incidents, des dommages sur les infrastructures, on rentrerait dans un état de semi-guerre. Et à ce moment-là, le transit serait coupé. Donc, Ali Hached, ceux qui disent... J'ai pas fini. Allez-y, terminez votre analyse. Oui, il faut terminer parce que c'est... Ouais. À ce moment-là, deux solutions pour les Russes. Un, ne pas intervenir sur l'approvisionnement, donc avoir 40 milliards de mètres cubes qui disparaissent d'un seul coup, puisqu'actuellement, il y a à peu près 40 milliards de mètres cubes qui transitent par an, qui transitent par l'Ukraine, ou bien utiliser le Yamal qui a des capacités de réserve. Il pourrait diviser par deux, c'est-à-dire on se retrouverait avec une perte de 20 milliards et non pas de 40 milliards. Mais là, je peux vous dire qu'immédiatement, les prix vont flamber. Les prix vont atteindre des niveaux qui seront bien supérieurs à ceux qu'on a déjà vécu très importants depuis quelques mois. Donc c'est une conséquence extrêmement grave pour l'Europe. Alors elle a des moyens, peut-être qu'on en discutera un peu plus tard dans le débat, elle a les moyens de compenser quelque peu ces 20 milliards de mètres cubes qui vont manquer. Le troisième scénario, c'est carrément... Il en reste encore. Pardon ? C'est le dernier ou il en reste encore ? Il en reste un. D'accord. C'est celui-là. Le dernier scénario, c'est qu'il y ait vraiment conflit. Et que les flux de gaz soient coupés. Flux de gaz de tous les pipelines. D'accord. Alors là, si je prends la période avril, parce que je vais dire que février-mars, on discute encore, et qu'en avril, cette décision serait prise, et qu'on regarde ce qui se passerait jusqu'à l'hiver prochain, c'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre, c'est 125 milliards de mètres cubes de gaz qui disparaissent. Et là, l'Europe ne peut pas réagir. Elle ne peut rien faire, en dehors de solutions que peut-être on débattra un peu plus tard, sur des solutions inédites qui ne se sont jamais produites dans le passé. Alors, ce qui m'emmène à vous poser la question suivante, et je mourrais d'envie de vous la poser, ceux qui disent qu'aujourd'hui, si la Russie ferme les vannes, l'Europe grelotte, c'est exagéré ou c'est de la pure réalité ? L'Europe grelotte. En hiver. En hiver. Elle grelotte et elle n'a pas de clim en été. Et non seulement elle grelotte... Donc vraiment, c'est de la réalité, non, cette comparaison. Enfin, Non, il faut imaginer le scénario. Le scénario, ça veut dire les prix vont être multipliés par 3 ou 4. Donc, premièrement, destruction de la demande. Personne ne peut acheter à ce prix. Donc, en Allemagne, par exemple, la moitié de son industrie s'arrête. Vous imaginez, la moitié de son industrie s'arrête. L'inflation se met à grimper à une vitesse vertigineuse. L'alimentation électrique d'un certain nombre d'installations qui fonctionnent au gaz est coupée. Donc on a des blackouts qui se préparent. Donc c'est un scénario apocalyptique. C'est pour ça que je suis d'accord avec notre ami, il ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver. L'alarmisme qu'on est en train de nous présenter sans arrêt, avec des images, avec une propagande, une communication extrêmement... À outrance. Oui. Ça fait partie du jeu de la négociation, ça fait partie des moyens de faire pression sur son adversaire, mais ce n'est pas une possibilité réaliste. D'accord. Parce que la situation économique de l'Europe, donc récession mondiale. Parce que si l'Europe est dans cet état, c'est la récession mondiale. Forcément. Donc on ne peut pas imaginer que le troisième scénario puisse arriver. Il y a un scénario qui vous inspire un commentaire, Nourdine Azouz ? Oui, non, sur ce point, Ahmed Lahari, il va falloir regarder ce que vont faire les Allemands. Et le chancelier Olaf Scholz, dans les discussions qu'il aura avec son partenaire russe, et s'il sera capable de pouvoir maintenir la distance qu'avait Angela Merkel
au départ, parce que c'était une chancelière qui défendait bec et ongle Nord Stream 2. D'ailleurs, pour les raisons que vient d'expliquer. Beaucoup se posent la question, disent si Angela Merkel était encore là, les choses peut-être se seraient déroulées. La question, elle est là. Est-ce que le chancelier Olaf Scholz a la capacité aujourd'hui et le talent politique et diplomatique pour maintenir cette distance et réfréner un petit peu les ardeurs un petit peu hostiles des États-Unis et faire valoir la préférence allemande mais européenne, parce que l'Allemagne, comme tout le monde le sait, est une locomotive européenne. C'est la première puissance européenne. Voilà. Ou alors, à ce moment-là, on verserait dans des hypothèses qui risquent de perturber le fonctionnement normal du marché énergétique. D'accord. Gazier en particulier. Ali Hachad, oui. Oui, certains disent que ce scénario apocalyptique que les États-Unis, entre autres, peut trouver solution par un approvisionnement de GNL d'ailleurs. Il suffit de regarder les chiffres. Sans la capacité de regasification de l'Europe en GNL, elle est déjà pas loin de la saturation. 130-140 milliards de mètres cubes, c'est 13 milliards de mètres cubes mois. C'est énorme. Les capacités des réserves de GNL existent, mais elles ne seront pas suffisantes, à court terme, d'être compensées. D'autres vous disent, oui, mais à ce moment-là aussi, on peut faire appel à d'autres sources d'énergie. Et on referait appel au charbon. Vous voyez un peu le paradoxe de la situation actuelle. C'est-à-dire, on irait au charbon. D'autres vous disent, les États-Unis ou d'autres pays peuvent faire pression sur des pays d'Asie pour revenir au charbon et à d'autres sources et au nucléaire qui sont sous cocon aujourd'hui en Europe, notamment en Allemagne et dans d'autres pays, pour dégager des volumes de GNL. Simplement, les gens oublient que pour dégager ces volumes de GNL et approvisionner l'Europe, il faudrait disposer, de la flotte, enlever du gaz à ceux qui l'ont déjà acheté et contracté, ce qui n'est pas évident. Donc c'est des alternatives irréalisables. C'est des alternatives qui ont des difficultés à se mettre en place énormes. Donc, à court terme, c'est impossible. Et surtout, dans la période d'avril, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, à octobre, à la veille de l'hiver en octobre, le niveau des stocks serait tellement bas, ou peut-être même complètement disparu. Certains disent que, dans la situation actuelle des stocks, une coupure totale de l'approvisionnement européen en gaz russe, en 7-8 semaines, il n'y a plus de gaz en stock. Donc vous voyez qu'il faudrait et pour l'industrie et pour les ménages. Pour tout le monde, il n'y a plus de gaz. Donc, il y a le gaz qu'ils ont dans notre portefeuille. Il faut rappeler que la Russie approvisionne l'Europe à 32% de son approvisionnement. Mais tous les autres sont saturés. On pourrait faire appel à la Norvège pour augmenter un peu. Elle peut mettre 2 ou 3 milliards de mètres cubes sur le marché. C'est tout. Elle peut faire appel à la Hollande, qui a des réserves de capacité sur leur gisement, qui a été limité dans sa production pour des problèmes écologiques. Mais c'est encore limité, 2 ou 3 milliards. L'Algérie, on n'a pas de gaz à mettre supplémentaire aujourd'hui. Demain, mais pas à court terme. Donc, vous voyez que la solution de combler le déficit de gaz est extrêmement compliqué à mettre en œuvre dans les quelques mois qui viennent. Donc la situation serait ingérable. D'accord. Nordine Azouz, un point sur lequel vous souhaitez réagir? L'Algérie aurait une carte à jouer, Ali Hachad, dans ce contexte-là ou pas? Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, non. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non, dans la mesure où l'Algérie n'a pas de réserve de production de gaz à mettre sur le marché. Non. C'est déjà pas mal d'assurer l'approvisionnement aujourd'hui dans les conditions actuelles. D'accord. Alors, question toute simple, si demain réellement escalade il y a, c'est plutôt le gaz en premier ou le pétrole qui sera le plus impacté? Bon, le pétrole, d'abord, il est plus... Bon, c'est 11% de l'approvisionnement mondial, la production russe. C'est important. C'est pas rien. C'est le deuxième exportateur, c'est le troisième producteur, derrière l'Arabie Saoudite et les États-Unis, donc ça pèse. C'est 10 millions de barils jour. Hein. Mais le transit, dans le scénario du transit, coupure du transit, il n'y a rien. Il y a 250 000 barils jour par rapport à leurs 10 millions.
Donc ça ne me pèse pas. Donc l'impact d'une coupure de l'Ukraine, d'une rupture des approvisionnements à travers l'Ukraine, n'aurait pas de véritable impact physique sur le marché. Il aura un impact significatif sur les tensions, sur les interprétations des traders qui feraient monter les prix. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, 4 $ de perdu avec une bonne nouvelle, 4 $ de reprise. De regagner. Voilà. Donc le marché continuerait à fluctuer sans arrêt. D'accord. Nordine Azouz, le ballet diplomatique, on l'a remarqué, et tout le monde l'a remarqué, entre chefs d'État, la France, l'Allemagne, on annonce même Joe Biden sur place ces jours-ci. Est-ce qu'à votre avis, ça va donner quelque chose, tout ce chassé-croisé? Il y a des initiatives qui sont déployées sur le terrain. Donc il y a possibilité pour ces acteurs-là de trouver une convergence de vues par rapport au scénario que vient d'évoquer maintenant Ali Hachette. Parce que on parle de la Russie qui est un acteur énergétique très grand poids. Qui joue les premiers rôles? Absolument. Et si jamais on se retrouve en situation aujourd'hui que cet acteur-là est perturbé dans son rôle de fournisseur d'énergie, ça va être quelque chose d'assez délicat à gérer. Ouais, moi, je crois à l'effort diplomatique aujourd'hui. Et je répéterai ce que j'avais dit tout à l'heure à propos de la capacité de quelqu'un comme Olaf Scholz à créer les conditions nécessaires pour que l'Allemagne ne soit pas trop sous la pression américaine et qu'ils défendent leurs intérêts pour arriver à un accord avec Poutine. La France, dans une moindre mesure, est en train de jouer pratiquement le même rôle, mais il faut regarder ce que va faire la diplomatie allemande sur cette question-là. C'est là où on devrait plus focaliser. Absolument. Ça ne veut pas dire que ça va s'apaiser, parce que là, on regarde un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai dit que Kiev a dénoncé un accord de lutte antiterroriste qui était signé dans le cadre des États de la CEI. Aujourd'hui, vous avez des acteurs russes qui ont dit que si c'est comme ça, on va demander, d'ailleurs ça a été formulé par la Douma, de formuler en direction du président Poutine, de reconnaître les républiques du Donbass, Donetsk et Lugansk. Donc ça va continuer, la tension restera, mais je pense qu'il y a une marge importante à la négociation et à l'effort diplomatique. Alors, je récidive, j'ai envie de dire, Ali Hachette, parce que cette question, pas mal de téléspectateurs se la posent, on n'en est pas encore là. Si jamais la Russie envahit, où il y a une incursion, ce n'est pas les mots qui vont changer quelque chose, l'Ukraine, est-ce qu'on aura droit à un choc pétrolier? Vous avez expliqué tout à l'heure la problématique gaz, parlons du pétrole. Y aura-t-il un choc pétrolier en cas d'invasion? Ah oui. Quand vous faites disparaître, ou presque, 10 millions de barils jour du marché, c'est évident qu'il y aura un... Qu'est-ce qu'on entend par choc pétrolier? Parce que dans le... il y aura une flambée des prix que l'on vit déjà depuis... Flambée, rareté, les deux à la fois? Tout. Expert en énergie que vous êtes, expliquez-nous. Il y aura tous les ingrédients vont être réunis pour une flambée des prix. Je viens de vous expliquer qu'une petite annonce de retrait partiel de quelques troupes à la frontière de la Russie a fait chuter le pétrole de 4 $ et la bourse a pris 2%. Toutes les places boursières. Le lendemain, tout le contraire, parce que cette annonce n'est pas tout à fait, selon les Occidentaux, crédible. En tout cas, comme disait un ministre des Affaires étrangères, on veut des actes, pas des paroles. Pour l'instant, on n'a rien vu. C'est tout. Donc, imaginez l'interruption, ce qui est difficile, l'interruption de l'approvisionnement, des exportations de pétrole. La Russie exporte 4 millions de barils jour. 4 millions de barils jour, c'est énorme. Imaginez qu'il n'y ait plus un baril qui soit exporté pour différentes raisons. Il évoquait tout à l'heure le problème de SWIFT et de problème d'utilisation du dollar, un peu comme les sanctions contre l'Iran. 4 millions de barils jour qui disparaissent du marché. L'OPEP a une réserve de capacité de 3 à 3,5 millions de barils jour. L'Arabie Saoudite, même si elle démarre tous ses champs, plus les Émirats, c'est les deux seuls pays qui ont des réserves de capacité,
ils combleront pas ce déficit. Donc c'est clair, le marché va exploser. Nordine Azouz ? Oui, ça ouvrira la voie à un choc planétaire, militarisé. Vous savez que dans l'Europe de l'Est, les pays qui étaient dans la zone d'influence de l'Union soviétique rêvent d'en découdre pour des raisons historiques et géopolitiques avec la Russie. Et certains d'entre eux, la Pologne par exemple, rêvent d'un scénario où les Russes feraient l'erreur de faire déborder leurs forces sur le sol ukrainien. Parce que chez les Américains aussi, l'idée qui est présente pratiquement depuis 30 ans, depuis la chute de l'Empire soviétique, c'est d'installer boucliers antimissiles, comme en Pologne, comme en Turquie, c'est de pouvoir disposer d'un dispositif militaire et sécuritaire qui puisse leur permettre de se projeter jusqu'à l'Oural, vous vous rendez compte? Donc ce n'est pas une question de, j'allais dire, de choc énergétique qui est très important, parce que l'énergie aujourd'hui, c'est ça qui fait tourner le monde, mais c'est un choc planétaire dans le sens le plus global du terme. Alors, voilà. On a bien dit depuis le début de cette émission que la Russie joue les premiers rôles, que c'est un mastodonte, que c'est un géant énergétique C'est un mondial. empire qui ne veut pas mourir, c'est très important. Heureusement. Voilà. Et quand on voit toute cette agitation, pour ne pas dire provocation, de l'Occident envers la Russie, excusez-moi messieurs, mais on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'Occident, l'OTAN, l'Europe sont conscients que une guerre ou une invasion ou une crise réelle entre l'Ukraine et la Russie peut complètement déséquilibrer le marché oil and gas mondial? À voir toutes ces provocations, on se dit peut-être qu'ils sont pas vraiment conscients, ou peut-être c'est voulu. Comment peut-on mener la réflexion autour de toute cette agitation, autour d'un acteur qui est, excusez-moi l'expression, intouchable un peu? On le touche, ben c'est le feu. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'option de guerre, elle est posée. Maintenant, est-ce qu'elle va se réaliser? Est-ce qu'elle va se concrétiser? Moi, je vais vous ai dit mon avis. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, elle me semble difficilement applicable sur le terrain pour mille et une raisons. Mais chez les Occidentaux, elle est théoriquement posée, elle est sur la table. Et ce qui se passe aujourd'hui avec cette guerre psychologique et médiatique pour les Occidentaux à mobiliser leurs opinions participe aussi de cette logique-là. Donc s'il n'y a pas aujourd'hui une forte chance pour que cette option guerrière se concrétise, il faut regarder ce qu'il y a, l'arrière-pensée, l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est quoi? C'est que plus on fait monter la mayonnaise, pardonnez-moi l'expression, et à montrer la Russie comme je disais tout à l'heure, le méchant ours, c'est qu'il y a toujours l'arrière-pensée de sanctions économiques très importantes. Comment on peut sanctionner? C'est de préparer les opinions. Comme on l'a fait dans les années 90, je rappelle quand même pas une anecdote, un événement qui est très important pour le fameux canon géant irakien, puis surtout en 2003. On a vendu aux opinions... Les armes de destruction massive. Oui, on a vendu aux opinions occidentales la fable que ce pays, l'Irak de Saddam à l'époque, disposait d'armes force de répéter destruction. Un mensonge. Absolument. Donc derrière le mensonge, donc si l'option guerrière aujourd'hui, elle est posée, mais elle semble avoir des difficultés à être déployée sur le terrain, il faut regarder ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la recherche de sanctions économiques contre la Russie. Allez, Hachid. Moi, j'ajouterais quelque chose. Il faut quand même ne pas oublier que Poutine, que la Russie, a fait cette demande d'assurer sa propre sécurité depuis des années. Il l'a fait de manière gentille, il l'a fait de manière un peu plus ferme à certains moments, mais il voit que ça n'arrive pas. Et donc c'est les muscles. Donc non, cette fois-ci, il le fait de manière forte. Et il va amener, c'est le premier objectif, amener les gens à la table de négociation. Et les gens sont à la table de négociation. Quand Biden s'excite en disant oui, on met en avant la diplomatie, mais on est ferme, on va des sanctions très lourdes, ça c'est le jeu de la négociation et d'impressionner son adversaire, c'est tout.
Et Poutine a réussi quelque chose de très important aujourd'hui. C'est qu'il amène les gens à la table de négociation. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça qui est très important. Il ne peut pas reculer, à mon sens. Hein. Il ne peut pas. Il est obligé d'obtenir quelque chose. Parce que c'est trop gros, ça a pris C'est tellement trop d'ampleur. gros, c'est trop gros, il est obligé d'obtenir quelque chose. Et que ce qu'il obtiendra, c'est probablement une forme de finlandisation de l'Ukraine. Et s'il obtient ça, c'est ça son objectif numéro un. Donc il ne coupera pas le gaz. Jamais il le coupera. Il y a des conséquences énormes sur sa réputation en tant que fournisseur Pays fiable. producteur, fournisseur Oui, et fournisseur tout. fiable. Les arbitrages possibles devant international, sauf en cas de guerre où vous avez une clause de force majeure qui vous dit qu'en cas de guerre, on coupe l'approvisionnement puisque vous êtes en guerre. Donc c'est le seul élément sur lequel il peut tenir. Les aspects, je dirais, de conviction qu'il doit mettre sur la table pour pouvoir dire que aucun des protagonistes ne perdent la face. Parce que c'est très important dans cette affaire. Les États-Unis ne peuvent pas perdre la face, puisqu'ils se sont eux-mêmes aussi engagés fortement dans cette confrontation, et les Russes ne peuvent pas non plus. Donc, je ne vois pas comment on pourrait ne pas aboutir à quelque chose, puisque les deux parties, le résultat des courses, c'est que c'est un jeu perdant-perdant. On ne peut pas être un jeu perdant-perdant. Il faut bien à un moment donné trouver une solution. Et donc, à mon sens, la solution sera trouvée dans les semaines, dans les mois qui viennent. Dans les semaines même, peut-être, qui viennent. Donc il ne faut pas imaginer le pire, ce scénario catastrophe de coupure du gaz. Apocalyptique. Moi, je pense qu'il n'aura pas lieu. On aura trouvé une solution avant. Allez, Azouz, connaissons déjà la personnalité de Vladimir Poutine. Oui, il faut ajouter une indication importante par rapport à ce que vient de développer Ali Hached maintenant. C'est que quand les présidents Poutine et Biden se sont rencontrés à Genève, ce qui s'est passé explique un petit peu la montée au créneau du chef du Kremlin aujourd'hui. Qu'est-ce que Poutine a demandé? Un engagement par écrit à ce que les États-Unis et leurs partenaires européens ne déploient pas un dispositif militaire d'attaque à la frontière russe. Ça n'a pas été accepté. Et du coup, les Russes se sont rappelé la vieille promesse jamais tenue par les Occidentaux du temps des Helsinki en 90, que d'accord, la disparition de l'Empire soviétique est actée, mais il n'est pas question pour les Russes de jouer avec la sécurité et de laisser se mettre en place un dispositif militaire qui menacerait la sécurité intérieure de la Russie. D'accord. Et cette histoire de G7, G8, G8 avec la Russie, G7 sans Russie, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, elle pèse? C'est quelque chose qui a un peu pesé sur la Russie? Ce sont toujours des jeux de pression qui sont exercés sur... Essentiellement de la communication. Voilà. Complètement. Parce que le président a dit, les sanctions sont prêtes. Donc la seule chose qu'il va faire dans cette réunion, c'est de leur présenter les sanctions. Probablement, il n'y a rien à discuter fondamentalement. Ils le font à travers d'autres canaux. C'est pas une réunion du G7 qui va régler le problème. D'accord. Alors, parlons quand même d'Algérie. Ali Hached, certains spécialistes estiment que on pourrait avoir un rôle. C'est prématuré. Vous l'avez souligné rapidement tout à l'heure. On est un acteur, oui, mais aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus colossaux que ça. Oui, vous avez raison, mais moi je pense, je profitais de cette occasion pour dire une chose importante. Notre capacité de production est limitée aujourd'hui. C'est un fait, je dirais, physique. Même si on a des possibilités d'augmenter les prochaines années, d'essayer de maintenir et d'augmenter un peu notre capacité de production. Ça ne va pas durer longtemps vu les réserves et vu le profil de la demande nationale. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si on avait pu jouer un rôle, il faut revenir en arrière
pour se dire qu'en 2014, les projets de développement de nos réserves conventionnelles et non conventionnelles étaient sur la table. Si on les avait mis en œuvre et si on avait développé ces capacités, puisque les ressources existent, ce ne sont pas des ressources à rechercher, elles existent. On aurait, depuis 8 ans, acquis une expérience, on aurait développé ces réserves, et on aurait peut-être 8 à 10 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz qui auraient été disponibles à l'exportation. Au prix actuel, dans la crise que nous vivons, pendant 1 an, ces volumes sur le marché nous auraient rapporté pratiquement 10 milliards de dollars. C'est-à-dire auraient amorti immédiatement l'ensemble des investissements qu'on a fait et nous aurait permis de gagner, d'avoir des revenus très importants. Et on serait sur une trajectoire de développement de ces ressources, et les prévisions qui avaient été faites à l'époque, c'est qu'on pouvait ajouter pratiquement 10 milliards de mètres cubes tous les 2-3 ans. Donc, on aurait été perçu sur le marché gazier comme une source nouvelle, plus importante de gaz, capable de suppléer à des manques de gaz sur les marchés qui sont nos marchés en face de nous. Et donc, on aurait, si on avait pris les bonnes décisions à l'époque, si on avait engagé le développement de ces ressources, on serait sur une trajectoire extrêmement intéressante de pouvoir être un fournisseur important de l'Europe. Ça, c'est il y a 8 ans. Au jour d'aujourd'hui, avec l'actualité d'aujourd'hui, que pourrait faire l'Algérie? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les capacités. J'ai pas envie de dire profiter de cette crise. Non, mais... oui, profiter de cette crise. Voilà. Pourquoi ? Les Norvégiens ils n'ont jamais fait de revenus depuis qu'ils produisent du gaz comme cette année. C'est du business et c'est de bonne guerre, même entre États. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte. C'est pas la faute de l'Algérie que les prix soient à 25 $. Donc, et de disposer d'autant de ressources. D'autant de ressources. Donc, les Norvégiens, les Russes eux-mêmes ont gagné un argent fou de la crise actuelle, avant cette crise ukrainienne. Un argent fou. Et tous les opérateurs gagnent de l'argent. Je vais vous donner un exemple. L'Espagne, qu'on approvisionne, quand elle reçoit du GNL de tout le monde entier, que ce soit des États-Unis ou d'ailleurs, si le marché lui permet de gagner de l'argent, et c'est possible, et de gagner beaucoup d'argent, elle recharge les cargaisons de GNL qu'elle a reçues et les envoie en Asie. Vous voyez, c'est presque immoral, j'allais dire. Ben non, c'est le business, il y a de l'argent à gagner, ils le font. Comme aujourd'hui, il y a un excédent de gaz en Asie, la demande a légèrement chuté, il y a des cargaisons qui viennent d'Asie pour aller en Europe. Parce que l'Europe en a besoin. Mais il faut mettre le prix pour le faire. Il faut mettre le prix. Donc, c'est du business. Et on n'a pas à avoir honte de faire du business. C'est notre intérêt. Alors, on peut le faire. À vous entendre raconter cette histoire, c'est comme s'il y avait des regrets, et je vous comprends. Oui, moi, personnellement, je regrette beaucoup qu'on n'ait pas engagé ce programme déjà il y a 7-8 ans. Exact. Et qu'on ait récolté des fruits extraordinaires. Alors, ce déclic, il viendra quand, finalement? Il faut attendre une crise comme celle-ci pour Moi, avoir le déclic? Je le répète, je l'ai répété plusieurs fois sur beaucoup de plateaux de télévision ou de... Il faut continuer à répéter, en tous les cas. Il ne faut pas baisser les bras. Et vous êtes là pour ça. Je pense qu'il est temps, pour notre sécurité énergétique, pour nos revenus à l'extérieur, d'accélérer le développement de toutes nos ressources gazières, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. D'accord. Merci beaucoup, Nordine Azouz. Allez, un dernier mot, éventuellement, après cette réaction. C'est vrai que, pincement au cœur. Juste pour dire que ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui renseigne sur ce qui va se passer, sur la façon dont les rapports de puissance et de force dans le monde vont évoluer. Parce que c'est vrai que c'est une zone de tension et tout, mais il faudrait faire l'effort d'élargir un petit peu la focale
et de se rappeler que les Russes, comme les Occidentaux, se confrontent ailleurs aussi. En Syrie, où il y a d'autres enjeux. En Arctique, où la course à la ressource énergétique a commencé aujourd'hui et que quand, autour de 2030-2040, je ne sais pas si on sera là, vont aussi être générateurs à la fois de concurrence, de logique de puissance et de tension. C'est très très important. Et puis un mot pour terminer, les gens qui nous ont vendu la fable que la ressource énergétique classique, fossile, c'était fini et qu'on allait vers une forme alternative, je crois qu'ils se sont lourdement trompés. Nourdine Azzouz, merci. Ali Hached, je rappelle, expert en énergie, ancien vice-président de Sonatrach. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir aidé à comprendre surtout cette crise et les enjeux et les conséquences économiques de manière globale, énergétique de manière particulière. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles tous les mercredis soirs sur Al24 News pour Insight. À la semaine prochaine. Bonsoir.